Salut tout le monde, bienvenue à cet autre chapitre, ce 16e chapitre du rapport Boivin. Merci d'être là, premièrement, c'est toujours très apprécié. Merci de participer à ce 30 minutes très zen, je suis convaincue, dans votre quotidien. Bienvenue aux gens de TVC Basse-Lièvre, aux gens qui nous captent sur ma TV. Et puis, ben voilà, il s'est passé plein de choses cette semaine. Je vous rappelle, on enregistre ça le jeudi après-midi. Je suis fatigante, là, mais c'est parce que je suis tannée de me faire dire « Hey, comment ça que tu n'as pas parlé de? Ça arrivera peut-être la semaine prochaine, on ne sait jamais. » Alors, on enregistre le jeudi après-midi. On est donc jeudi, le 23 mars. Ma semaine d'actualité, je vais vous dire, a commencé un peu par bien des points d'interrogation, parce que samedi passé, moi j'aime ça les samedis, je m'installe avec un bon café, j'ouvre le journal Le Droit pour leur faire une blog, là, mais je regarde ce qui se passe, je lis, pas juste regarder, mais je lis aussi, et j'apprends que le tapis rouge était réellement déroulé pour Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Lawrence Cannon, qui est ambassadeur du Canada en France. Et je lisais l'article avec un petit sourire en coin, puis ça fait déjà des mois que j'en entends parler. Moi, ça fait des mois que j'avais dit, j'en doute fortement, puis de toute façon, s'il me demandait mon avis, je ne lui recommanderais pas. Pourquoi? C'est pas que c'est pas un bon politicien. Lawrence Cannon a été conseiller municipal à la ville de Gatineau, a été président de la Société de transport de l'Outaouais, est devenu très influent dans le cabinet de Stephen Harper, le gouvernement conservateur de Stephen Harper, devenu ministre, lieutenant du Québec pour Stephen Harper. Beaucoup de gens qui sont plus ou moins chauds à Stephen Harper, mais disons que je ne suis pas certaine que l'étiquette de conservateur à la Harper serait restée collée à Lawrence Cannon. Mais vous allez voir, quand vous voyez ce qui était en arrière de tout ça, vous allez comprendre qu'en politique, bien, des fois, le municipal, ça n'a pas vraiment de couleur. Lawrence Cannon, qui avait déjà été auparavant un ministre au cabinet, je pense, de Robert Bourassa, un ministre libéral au provincial, ici au Québec. Alors, il a fait son petit bonhomme de chemin. Et lors de sa défaite en 2011 aux mains de Mathieu Ravignotte comme député du Pontiac, défaite qu'il avait pris assez durement, puis je le comprends parce que je sais ce que ça veut dire quand tu rentres, puis que ça va bien, les gens aiment ton travail, puis je pense que les gens aimaient beaucoup le travail de Lawrence Cannon, qui était un gars solide, puis c'était vraiment une voix forte au cabinet pour la région. Il y a beaucoup de dossiers qui ont débloqué dans le temps de l'administration bureau avec Lawrence Cannon, qui était au fédéral, qui était à Ottawa. Alors, on dirait que ça augurait bien, mais ça a été une défaite difficile à avaler pour lui. Il y a eu cette belle récompense, ce grand merci du gouvernement de M. Harper, qui l'a nommé ambassadeur du Canada à Paris, qui est un des postes les plus... c'est un des plus beaux cadeaux, si on veut, qu'on peut faire à un politicien sortant, peu importe la façon qu'il sort, que d'aller à Paris, surtout pour un francophone, là, c'est vraiment un beau posting, excusez l'expression anglaise. Je pense que ça fait comme en tout cas, ça fait depuis 2011-2012 qu'il est là. Son mandat se termine, je crois, autour du mois de mai de cette année 2017. Alors, il y avait des gens là, qui fantasmaient à l'idée de voir Lawrence Cannon venir en compétition à Maxime Pedneau-Jobin, parce qu'il y a eu un sondage à un moment donné, vous l'avez peut-être vu passer, où on montrait qu'avec certains noms qui circulaient, bien, Sylvie Gonneau qui a déjà confirmé son intention de se présenter à la mairie, on avait mis le nom de M. Tassé, il y a M. Ducharme, Yves Ducharme, l'autre, l'ancien maire de la ville ici, dans la région, qui a laissé planer des doutes sur le fait qu'il reviendrait peut-être, qu'il avait lui aussi mangé une méchante dégelée de la part de c'est Marc Bureau qui l'avait sorti et qui l'avait sorti assez brutalement, si on veut, en termes de pourcentage. Alors, lui aussi avait pris ça difficilement. Encore une fois, je comprends, j'ai subi la même chose en 2015, alors je comprends comment on peut se sentir après tout ça, mais il a laissé planer des doutes à l'effet qu'il serait peut-être intéressé de revenir. Et puis, alors, avec tous ces noms-là dans le sondage,
on voyait très bien que Maxime Pénaud-Jobin semblait bien en selle quand même, avec un 47 ou 48 là, je dis ça de mémoire, et puis pratiquement des pinottes pour tout le monde, là, du 16 de 16 Lawrence Cannon à aller jusqu'à 2 pour, je pense que autre n'importe qui, là, autre que les noms que je vous ai mentionnés, était meilleur que Denis Tassé, puis je me demande même si ça ne battait pas Sylvie Gonneau, mais en tout cas, à suivre. Ça vaut ce que ça vaut parce que c'est une image à ce moment-là. Mais ceci étant, ceux qui organisaient pour amener le retour de Lawrence Cannon ici dans la région, Lawrence Cannon, en passant, qui est un homme de Québec. Sa famille a beaucoup de parenté dans le coin de la ville de Québec. Alors, partant de Paris, pas certaine, moi, qui voulais venir se réinstaller ici à Gatineau après avoir été à Paris pendant de si longues années. Ceci étant, on apprenait samedi que, bon, le tapis rouge était sorti, les organisateurs étaient en place, un programme était déjà en place. S'il y a un candidat qui s'en vient, il fait simplement adopter un programme qu'on lui met sur un plateau d'argent. C'est un peu spécial, je vous dirais, parce que ça a l'air plus d'un pantin de qui on tire les ficelles. Mais enfin, bref, ça, c'était une des questions que je me posais. Où est-ce qu'il participait activement à préparer ce programme-là? Enfin, bref, il y avait des pour, il y avait des contre, mais on parlait même d'une armée de bénévoles déjà prête à embarquer. On parlait de 300 quelques personnes. On parlait de gens d'affaires influents. Donc, on sentait que la communauté d'affaires, une certaine partie de la communauté d'affaires essayait de placer quelqu'un, un pion, pour faire de la compétition, une compétition sérieuse à Maxime Pénaud-Jobin. Enfin bref, ça c'est le samedi. Il y a une espèce de petite controverse qui ressort de tout ça, mais c'est toutes des sources anonymes en passant, ce que j'adore tellement parce que ça donne tellement de sérieux à un article, mais enfin bref. Et ces sources-là semblaient dire qu'il y avait une seule controverse, c'était qu'il y avait la possibilité que l'ancien député de Hull, Roch Cholette, maintenant à la radio, serait peut-être le chef de cabinet de Lawrence Cannon. Puis comme Roch, ben, un peu comme moi, n'a pas la langue dans sa poche, il ne fait pas dans la dentelle, bien, des fois, tu te fais un peu d'ennemis au passage, et puis, bien, il a peut-être froissé certains de ses anciens collègues libéraux ou autres, en tout cas, peu importe. Ça, c'était l'histoire de samedi. Je pense que dès le lundi ou mardi, on apprenait de la bouche de Lawrence Cannon. C'était, je crois, lundi midi. Enfin, bref, on a appris que Lawrence Cannon déclinait l'invitation qui lui était faite et qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Alors, en même temps, on avait Sylvie Gonneau qui nous disait, qui lui tendait la main en disant « Hey, viens peut-être jouer le rôle de mentor avec moi. » C'était un peu comique parce que ça a fait rire bien des gens qui disaient « Hey, mon Dieu, à l'époque, tu avais dit que c'était un has-been, puis des has-been, ça prend du sang neuf. » Je suis d'accord avec la perception que ça prend du sang neuf. En passant, sang neuf ne veut pas dire « no name ». Je suis certaine qu'il existe quelqu'un quelque part, ici, dans notre belle grande ville, qui a quelque chose à offrir et qui, à ce moment-là, donnera un choix démocratique. Entre-temps, on s'enligne vers une course Sylvie Gonneau, Maxime Pénaud-Jobin, on aura l'occasion d'y revenir. Mais quel beau ballon d'essai, floppé, pas à peu près. Lorsque j'ai lu l'article le samedi, je me suis dit, à cause de la controverse là-dedans, il était hors de question un homme comme Lawrence Cannon vienne dans une controverse, vraie ou fausse. C'était clair que c'est pas ça. Pas après que tu as planté dans une élection, puis que tu arrives comme ambassadeur de France, il y a d'autres choses à faire. Il va avoir 70 ans, comme il disait, passer 4 ans, là, il y a d'autres chats à fouetter. Alors ça, c'était une des grosses nouvelles qui a fait beaucoup jaser en début de semaine. La grève tournante des chauffeurs d'autobus, de la STO et employés d'entretien s'est faite mardi de cette semaine. Je pense que les gens commencent à s'organiser. Ils ont la gentillesse d'informer la population, de le dire d'avance. Fait que les gens peuvent puis de grâce, ceux qui sont des bons clients de la STO, informez-vous, essayez de garder, soyez actifs sur les réseaux sociaux et il y a toutes sortes de façons de savoir quand est-ce que ces employés-là sont en grève. J'étais contente, par contre, d'entendre qu'on avait l'intention, on continuait à se parler parce qu'on n'est pas pour aller vivre ça pendant encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, c'est bon qu'en même temps que cette grève
tournante, rotative, on puisse quand même, du côté et de la STO et des négociateurs syndicaux, continuer à se parler. J'espère encore pour un règlement rapide ou sinon procéder avec l'arbitrage au plus sacrant parce que le transport en commun, c'est important, puis vous allez le voir plus tard, à la fin vers la fin de mon dernier sujet, on parle du budget, vous allez voir comment l'argent en transport en commun, ça va couler à flot. Alors, il ne faudrait pas manquer la parade parce qu'on est en conflit. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a aussi Daniel Champagne, le conseiller municipal de Gatineau, qui est président du conseil, qui s'est exprimé, je pense, mercredi ou jeudi, et qui parlait de peut-être la possibilité de réouvrir de façon hâtive les sentiers récréatifs, ce qui permettrait aux gens, pendant, entre autres, la grève, de pouvoir prendre leur bicyclette pour ceux qui sont en forme, comme moi, et qui voudraient pouvoir aller travailler avec la bicyclette. Alors, ce serait une solution de rechange pour peut-être un certain nombre d'entre eux, parce que ce n'est pas vrai que tous ceux qui prennent l'autobus ont nécessairement une voiture en backup, excusez, là, pour s'en aller au travail, ou qui ont le 30-35$ de stationnement à payer pour cette journée-là. Alors, bonne idée, j'aime ça quand on a des suggestions. Puis il parlait même de peut-être regarder à la possibilité d'avoir ces sentiers-là déneigés aussi pendant l'hiver, parce qu'il y en a qui le feraient 12 mois par année. Enfin bref, à suivre, ce sera un dossier à suivre, mais en tout cas, je peux vous dire que quand on parle de bicyclette, associez ça au nom de Daniel Champagne, parce que c'est M. Vélo dans la région. On a déjà eu le maire Michel Légère qui était associé au vélo, qui a fait beaucoup pour les pistes cyclables dans l'Outaouais et au Québec. Bien, je peux vous dire que Daniel Champagne suit très bien son leadership à ce niveau-là. Là, à un moment donné, je pense que c'est mardi. Les semaines vont tellement vite, puis il se passe tellement de choses. Oui, parce que mercredi, non, c'était en fait hier, journée de budget, juste avant d'aller me faire enfermer pour toutes les heures du huis clos. Le Maclean, ce magazine que j'exècre au plus haut point. Vous vous rappellerez, il y avait déjà eu l'histoire du bonhomme carnaval. En tout cas, il nous avait déjà dépeint comme la société probablement la plus corrompue qu'il n'y a pas au Canada. Je m'excuse, là. Il y a peut-être beaucoup de corruption, mais il y en a partout au Canada. Alors, ils n'ont pas à se vanter, les Canadiens anglais. Ils ont leur propre corruption dans beaucoup de provinces. Regardez ce qui se passe en Ontario et autres. Alors là, il y a un brillant qui s'appelle Andrew Potter. Andrew Potter, tout ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'Andrew Potter, ce n'est pas n'importe qui écrit n'importe quoi. C'est le directeur des études canadiennes à l'Université McGill et qui a pondu un article, mais rempli de préjugés, d'horreur et de niaiseries. Il s'est excusé sur un site Facebook qu'il a créé juste pour ses excuses. Le Maclean y a quasiment référé. Il a parlé de changer son article. Il ne pensait jamais qu'il insulterait autant les gens. Et il en parlait à propos de la tempête puis de la façon que ça a été géré en disant que c'est pratiquement dans nos gènes d'être tout croche puis de ne pas savoir comment pallier à des tragédies et des urgences et ainsi de suite. Je vous en fais grâce, lisez-le pas, mais honte au Maclean. On fait une pause et on revient. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis de 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Et bienvenue, on reprend. Je voulais vous mentionner, puis j'avais presque oublié, puis c'est tellement rare parce qu'on y tape tout le temps sur le dos, la ville de Gatineau.
Elle a eu quand même un beau bulletin cette semaine. C'était le bulletin de la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, qui a fait une analyse organisationnelle. En 2012, c'était pathétique. Il y avait tellement de faiblesses au niveau organisationnel, comment le fonctionnement de la ville allait, qu'il y avait vraiment de la place pour l'amélioration. Et là, ce que la firme dit, c'est bravo, la ville de Gatineau se situe réellement dans les hautes cotes qui sont même accordées à des grosses corporations qui se méritent de grands prix en termes de fonctionnement organisationnel. Alors, je voulais féliciter la ville de Gatineau parce que souvent, on lui tape dessus, comme je le disais tantôt. Ça ne veut pas dire que tout est parfait parce que ceux qui m'écoutent vont dire, voyons, ils vivent-tu sur la même planète que nous? Il y a encore plein de choses, il y a encore plein de... Des fois, ça prend du temps à prendre des décisions et c'est un des points d'ailleurs sur lesquels la firme en question s'attarde en disant que ça, c'est place à l'amélioration, d'essayer d'accélérer le processus décisionnel, mais tout en prenant les bonnes décisions. Alors, mais bravo à la ville. Je ne voulais pas m'éterniser là-dessus, mais je voulais quand même le souligner, que vous le sachiez, que votre ville, il y a quand même un fort taux, parce que dans ces études-là, on voit il y a des taux de satisfaction des gens, des citoyens de Gatineau. Des fois, on a l'impression, puisqu'on entend nos voisins chialer ou des chums, ou à la radio, les commentateurs comme moi, les journalistes et autres, passer certains commentaires qui peuvent sembler très négatifs par rapport à notre municipalité. Mais dans l'ensemble, la plupart des citoyens, une bonne majorité des citoyens, sont satisfaits de leur ville. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des choses à améliorer. On l'a appris cette semaine, là, juste l'état des routes, nos infrastructures, il y a beaucoup de travail à mettre là-dessus. Il y a eu aussi cette semaine, encore une fois, un autre attentat qui a été revendiqué par l'État islamique. Cette fois-ci, c'était à Londres. Ça a évidemment fait réagir tout le monde. Hier, alors qu'on était, nous, dans le huis clos pour étudier le budget, pour pouvoir faire des commentaires au niveau médiatique par la suite, on était enfermés de 9h15 jusqu'à 4h, techniquement. Je vous expliquerai que ça a été un petit peu plus long que jusqu'à 4h. Et même le ministre Bill Morneau, quand il s'est présenté devant la presse vers 2h, devant les médias, a commencé par souligner cette triste nouvelle. Des actes de terrorisme, parce que bien des fois, vous savez, il y a tout un débat qui s'enclenche pour savoir si c'est un terroriste, si c'est un acte criminel. Les deux vont de pair. C'est des gestes criminels. Un acte terrorisme, c'est quand c'est un acte qui est fait pour faire peur aux gens. Alors, quand on veut terroriser, qu'on veut tuer des gens pour des causes, etc., gênez-vous pas, appelez ça un terroriste, puis vous ne vous tromperez pas, et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, on voit qu'il n'y a pas de ville, il y a beaucoup de gens qui disent, on ne se demande plus si ça va arriver, on se demande quand ça va arriver, pas pour faire peur au monde. Les gens sont quand même assez habitués dans les grandes villes européennes où ça semble être encore plus fréquent, parce qu'on dirait que de ce côté-ci de l'océan, c'est plus des gens à l'interne qui épousent certaines causes et qui partent fous un moment donné. Enfin bref, on s'est dit, bonne nouvelle de la semaine, ça va être le budget, puis je vais prendre un certain temps pour en jaser avec vous parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. On fait un peu de recul, on s'en va en 2015, lors de la campagne électorale. Le Parti libéral s'est présenté partout, avait annoncé qu'il était pour faire de légers déficits, n'a pas eu peur de dire que dans les circonstances de l'économie mondiale, de ce qui se passait dans le monde, de ce que le Canada avait vécu dans les années un peu très austères, un peu comme au Québec avec le Parti libéral du Québec de M. Couillard. Alors, il a essayé d'apporter un vent de fraîcheur. Des fois, je commence à penser qu'il ne s'est pas fait élire à cause de ses promesses de déficit ou quoi que ce soit. Je pense qu'il s'est fait élire parce que les gens ont pensé que la situation au Canada, au niveau économique, changerait parce qu'il y a un vent de fraîcheur qui s'en venait. Sauf qu'on est en train de réaliser que c'est beaucoup du pareil au même, c'est beaucoup de programmes qui ont été commencés par les conservateurs qui se continuent. J'ai un de mes amis hier qui me disait en blague, « Hey, 322 pages le budget, c'est pas énorme, j'ai déjà lu de plus gros budgets que ça. Et sur les 322 pages, ceux qui s'intéressent à la question de l'environnement, des changements climatiques, pas grand-chose là-dedans. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, la seule chose environnementale de ce budget, c'est qu'on fait beaucoup de recyclage de promesses. C'est un gros budget en termes d'argent.
J'ai pris une page du budget parce que je la trouvais probablement la plus percutante, puis c'est probablement celle qu'on va oublier le plus rapidement, puis c'est triste, parce qu'un jour, la génération qui nous suit et les générations qui nous suivent, eux autres auront à se rappeler de ce fameux jour du 22 mars 2017, alors qu'on nous prévoit un déficit de 28,5 milliards de dollars. On nous prévoit 28,5 milliards de dollars. Juste en remboursement sur la dette, c'est 30 quelques milliards de dollars que le gouvernement doit dépenser, payer, sortir de la banque là, pour payer ceux à qui ils doivent de l'argent. C'est épouvantable. 30 quelques milliards, c'est presque l'équivalent de tout l'argent que le fédéral envoie dans toutes les provinces canadiennes et les territoires en matière de santé, de services sociaux. Alors, tu sais, quand on me fait des annonces, 11 milliards, point 2 en logement, je suis contente d'entendre ça. J'ai pas de problème avec ça. Est-ce que ça va régler les problèmes? Mais c'est sur 11 ans. Il faut toujours que vous regardiez quand un gouvernement vous fait une annonce, puis que vos députés vont venir se promener puis se péter les bretelles en disant « Hey, on est bon, puis voyez comment on fait ce qu'on avait dit qu'on était pour faire ». Premièrement, il faut regarder, c'est étalé sur combien de temps? Qui reçoit l'argent? Comment ça va être distribué? Quels projets vont embarquer à travers tout ça? Ça donnait un peu l'impression, je parlais avec beaucoup de gens dans la salle, on était très nombreux, on était des centaines de représentants de médias, de différents groupes d'experts en matière de finances, etc., enfermés, comme je le disais, de 9h15 jusqu'à supposément 16h. À étudier ce budget de 320 quelques pages, plus une centaine de pages additionnelles qui faisaient état déjà de certains crédits qui étaient annulés, de certaines des clauses budgétaires qui vont en vigueur, comme la hausse des cigarettes, la hausse de l'alcool, la coupure du crédit d'impôt sur le transport en commun, qui a fait sourire sourire ironiquement, parce que en même temps qu'on lisait des sections remplies de mesures en matière de transport en commun, en même temps que le gouvernement disait combien il croyait dans le transport en commun, dans des mesures plus propres, sortir les autos des routes, etc., il coupe un des seuls crédits d'impôt qui bénéficie à ceux qui utilisent. Ils disent que ça ne rencontre pas les objectifs du crédit d'impôt, qui était d'encourager plus de monde encore, mais c'était quand même une récompense pour ceux qui prennent l'autobus. Enfin bref, plein de mesures comme ça, même s'il s'intitule le budget « Bâtir une classe moyenne forte ». Je vous jure, j'ai lu les 320 quelques pages, là, et bâtir la classe moyenne forte, à part le titre, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Des petites choses ici et là, mais encore une fois, tellement de flou artistique que c'est un peu difficile de voir comment est-ce que ce matin, la classe moyenne se sent plus forte à cause de ce budget. Comme je le disais, il y a une banque d'infrastructures, je vous en ai déjà parlé de cette banque-là, qui m'inquiète prodigieusement et qui m'inquiète encore plus parce qu'on n'y donne pas beaucoup de détails. Et quand on a eu la conférence de presse avec le ministre Morneau à 2 heures, avant qu'il dépose son budget, sous huis clos, et on lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe avec la banque d'infrastructures? Parce qu'on sait qu'il s'engage déjà une petite bataille entre Toronto et Montréal, à savoir où est-ce que le ministre va installer sa fameuse banque d'infrastructures. Et de la façon qu'il répondait, le ministre, je ne sais pas si les autres ont compris la même chose que moi, ceux qui étaient là, mais d'après lui, la structure va être déjà en place cette année et il y aura déjà des projets qui pourront en bénéficier. Le gouvernement va mettre 35 milliards de l'argent canadien à l'intérieur de cette banque-là. Est-ce que cette banque-là va être à l'abri de la révision et de l'étude, au moins pour voir une certaine forme d'imputabilité? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est notre argent, ça, en passant. Et ça fait partie des revenus qui sont envoyés au gouvernement canadien, que ce soit par les particuliers, les sociétés, toutes les formes de revenus, par les agences de la couronne, etc. Alors, de savoir qu'on crée une nouvelle entité où on va mettre une tonne d'argent, écoutez, on ne parle pas de peanuts, on parle de 35 milliards,
On dit que les municipalités, les provinces, le privé, est-ce que c'est une autre façon de faire du partenariat privé-public? Puis on sort un peu de l'expression parce qu'on sait qu'il y a bien des gens qui sont allergiques à ça. Et le gouvernement ne veut pas assumer seul les coûts des gros progrès, des gros programmes d'infrastructure, et Dieu sait qu'il y en a. Ça fait longtemps que le groupe des ingénieurs canadiens nous le disent. Si vous ne vous occupez pas de vos affaires, il y a beaucoup de structures qui vont s'effondrer à travers tout le Canada. Alors, à un moment donné, il faut arrêter là, de niaiser puis juste en parler, puis il faut agir. Le problème avec le budget fédéral, c'est que, à mon avis, c'est un mauvais calcul du gouvernement Trudeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces projets-là qui vont être... Les gens vont réellement voir. Peut-être que ça sera des pancartes avant, des pancartes pour dire on va commencer des travaux, mais il n'y aura pas beaucoup de pics puis de pelles dans la terre d'ici la prochaine campagne électorale en 2019. Est-ce que c'est parce que le gouvernement compte sur le fait qu'il pourra être élu pour continuer dans sa programmation? Il est mieux d'être bien vendeur, parce que l'autre élément du budget qui m'a fait avaler de travers littéralement, c'est le montant de la dette fédérale. Écoutez ça, qui passe de 2015-2016, quand il commence, qui était à 616 milliards de dollars. Et moi, je fais une petite parenthèse. Rappelez-vous des années 90, les coupures de postes qu'on a eues ici dans la région au niveau du fédéral, parce qu'on se faisait dire par Jean Chrétien et Paul Martin, il faut serrer la ceinture, le nombre de personnes qui ont été gelées au niveau salaire, etc. L'économie a stagné, tout le monde a souffert, tout le monde a plié parce qu'on s'est dit qu'il faut rembourser notre dette. On n'avait pas le choix, ce n'est pas parce que le gouvernement libéral du temps avait bien du bon sens, c'est parce qu'il se le faisait obliger par les marchés étrangers, les marchés internationaux qui commençaient à nous trouver comme un pays du tiers-monde. Bien là, ça va passer de 616 milliards et en 2021-2022, on prévoit qu'il va être rendu à 756 milliards, 756,9 milliards. Et quand on a posé la question au ministre, « Hey, ministre, as-tu commencé à penser à un plan de rembourser ta dette? » Non, non, on est encore... Il ne dit pas ni oui ni non, il ne répond pas à la question. Ils n'en ont pas de plan. Alors, il y a beaucoup de choses inquiétantes à ce niveau-là, de la grosse argent qui s'en va dans des dossiers où les municipalités vont être mis à profit, vont être bien contents de recevoir cet argent-là. Le seul message que je peux faire à notre région, de grâce, enlignez-vous là, pour présenter des projets. L'argent est là. Et attendez pas que la banque soit vide parce que tous les autres vont avoir pigé dedans, sauf vous. Si on est pour mettre bien de l'argent dans ça, au moins, on est aussi bien d'en profiter aussi. Il y a quelques mesures en matière de justice. Il y a des choses qui sont coupées aussi. Tous les politiciens qui recevaient des espèces de comptes de dépenses sans justification, oubliez ça. Fait qu'il y a des petites municipalités qui vont être obligées de revoir leur façon de faire. Enfin bref, extrêmement décevant. Prenez le temps de regarder puis de vous informer, ça vaut la peine. Et entre-temps, bien, moi, je ne dis plus rien. À la semaine prochaine.